l'éco-conception d'emballage alimentaire. Donc, ce webinaire est enregistré. On est entre nous, on va avoir beaucoup de plaisir, beaucoup de partage d'expériences et de connaissances. Puis, on veut aussi vous faire, vous écouter, vous entendre, vous faire participer. Alors, merci vraiment d'être là. Ce qui nous a intéressé, c'est le volet changement et réalité d'affaires. Puis, c'est pourquoi on a choisi des panélistes très, très éloquents qui ont du vécu et qui ont des choses à nous partager. D'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Darina Bruno. Je serai votre animatrice pour cette séance. Je suis directrice en éco-responsabilité changement climatique au CRE, le Conseil régional de l'environnement de la région de la Capitale-Nationale. Je suis accompagnée de deux de mes collègues qui sont ici. On a Joël qui va manier l'écran et mon collègue Fatao qui va faire un petit coucou aussi, qui est là et puis il va pouvoir nous rattraper s'il y a quoi que ce soit. Et nous avons fait un projet, donc dans les panélistes, on a Jean-Christophe, qui est le directeur général de Noah et Monsieur Cocktail. Si tu veux faire un petit bonjour, Jean-Christophe. On a, Bonjour tout le monde. ouais, excellent. On a Serena Sakiedine, qui est chargée de projet Innovation, Recherche, Développement au CDBQ. Tu auras le temps de te présenter. Bonjour, Oui, Serena. bonjour tout le monde. On attend avec grande patience et empressement que Hélène, voilà, il suffisait de dire ton nom. Donc, Hélène Bélanger, on est très content que tu te joignes à nous de la Maison Orphée. Donc, bienvenue. Et on a Sabrina Nicolescu, chargée de projet et conseillère à l'innovation également, mais à Créneau Aliments Santé. Alors, si tu veux nous faire un petit bonjour. Bonjour tout le Parfait. monde! Donc, on se lance. Fait que notre première chose, c'était vous accueillir, c'est fait. On s'est posé la question, c'est quoi qu'il y a de si complexe et qui empêche les entreprises de passer à l'action pour tout ce qui est emballage alimentaire? Comment on fait pour améliorer l'empreinte écologique? Mais surtout, pourquoi c'est pas vraiment mieux éco-conçu ou c'est pas plus courant d'améliorer ça? Puis, notre projet veut adresser cette situation-là. Donc, le projet s'appelle Éco-transformation des emballages alimentaires de la grande région de Québec. Puis, on est convaincu que c'est toujours possible là, de passer à l'action malgré les défis, puis notamment ceux qui sont reliés à la réglementation. Puis on voulait vraiment comprendre avec les entreprises comment on fait. On a réuni un groupe de travail. On s'est dit, là, on ne peut pas être que des experts d'un côté ou que des entreprises. Il faut vraiment mettre ensemble ces belles personnes-là. Fait qu'il y a 6 entreprises qui nous ont joints. Noah Monsieur Cocktail, dont je vous ai parlé, la Maison Orphée, dont je vous ai parlé, mais il y a aussi Jardin Versatile. Je ne sais pas si Amine est dans la salle. Il y a Groupe MTY. J'ai vu Patricia qui les représente dans la salle. Bienvenue. Il y a aussi Lao qui font d'excellents kombucha qui ont participé avec nous. Et le Ferment Gourmand. Je ne sais pas si Laura, tu es là, mais c'est des personnes très, très actives dans le milieu. Puis on a aussi arrivé avec nos partenaires très, très précieux que sont le créneau Aliments Santé, dont on va vous parler un peu plus tard, l'INAF, donc c'est l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, je voulais le dire comme il faut. On a Ronan qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Ronan et merci pour tout. On a le CDBQ représenté par Serena ici. On a Québec International et justement, c'est le but aussi de notre webinaire qui est en collaboration avec Québec International aujourd'hui. Alors, merci beaucoup de nous avoir appuyés là-dedans. On a Julie qui est à l'écran notamment avec le beau petit sigle. Puis, on est très heureux de partager ça. Et on a une collaboration aussi avec le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie. J'ai vu Mélodie dans la salle tout à l'heure. Merci d'avoir participé. J'arrive à la fin de mes remerciements, mais c'est important que je continue jusqu'au bout. Donc, c'est un projet qui est rendu possible grâce au soutien financier du programme Éco-emballage plus. C'est une initiative coordonnée par le Fonds d'action québécois pour le développement durable et appuyée financièrement par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Alimentation du Québec, le MAPAC, comme on le connaît. Finalement, on remercie notre commanditaire Hydro-Québec aussi pour les événements. J'ai terminé pour les remerciements, mais je pourrais en faire tout le long. Allons dans le cœur. Introduction, un petit sondage éclair pour vous, présentation sommaire des outils et ensuite on se lance dans nos échanges avec nos panélistes, conclusion et on veut vous garder un moment pour des questions. Voilà pour ça. Est-ce que vous avez déjà utilisé ça? J'espère que oui. C'est un Mentimeter. Vous pouvez scanner le petit code QR que vous avez là. Puis,
vous allez arriver à des questions qu'on a pour vous, puis on voudrait en savoir plus. Est-ce que vous pourriez aller voir les questions? Même moi, je vais me joindre. Alors, un téléphone, si vous pouvez toutes participer dans la salle. On scanne comme ceci. Si vous avez eu le temps de scanner, on va passer. Fait que vous pouvez appuyer sur la flèche verte. Puis Joël, on va passer à la prochaine. Et là, vous avez deux questions qu'on voulait vous poser. Première question, en fait, c'est votre niveau de connaissance et d'expérience en lien justement avec l'éco-emballage alimentaire. Est-ce que vous avez, en premier lieu, un bon niveau? Quel est votre niveau de connaissance et d'expérience? Donc, si vous avez un très, très bon niveau, vous iriez mettre totalement en accord, donc on irait mettre 10. Si vous avez aucune idée, on irait mettre 1. Donc, on répond à la première question. Puis ensuite, vous pouvez aller répondre à la deuxième, c'est ah, mais je m'y connais assez bien en matière d'obligations et de normes applicables aux emballages éco-responsables. On va vous laisser le temps de répondre. On a 19 personnes qui sont en train de répondre. Oh, ça monte, ça descend. Vous voyez au fur et à mesure, c'est parfait. Puis on ne s'attend pas nécessairement à des réponses là, dans du 10 sur 10 pour être vraiment transparent avec vous. Fait que ça nous donne une petite idée. Je ne sais pas vous, on répond où exactement? Donc, lorsque vous avez scanné le petit code pour répondre à la question qui a été posée, quand vous avez scanné, ça va vous amener directement. Je ne sais pas si tu veux reculer de 1, Joël, juste pour que la personne puisse aller rechercher le code. Est-ce que c'est possible? Juste sur le côté à gauche, tu peux aller remettre la slide précédente. On vous laisse la personne, puis ensuite, on va continuer. Fait que vous scannez ça, puis ensuite, ça va arriver. Oui, merci Julie, quelle bonne idée. Vous pouvez également aller sur menti.com puis rentrer le code que Julie a mis dans les messages. Clavardage. C'est parfait. Donc, en continue, on va voir si vous avez changé la réponse et le niveau. On est proche, on se maintient. Donc, vous voyez que le niveau, ben, il est passable ou un peu moins que passable et c'est normal. Puis les normes, elles sont changeantes. Donc, c'est à peu près le son de cloche qu'on a en général quand on parle aux gens. Fait que merci de vous prêter au jeu. On a une autre question pour vous. Là, on vous a mis des choix de réponse. Fait que c'est pas si mal, vous allez voir. Selon vous, quels sont les principaux défis que vivent les entreprises en transformation alimentaire quand ils ont à faire de l'éco-emballage? Parce que nous, notre projet, on en a soulevé beaucoup de défis, puis on voulait vous entendre. On vous donne un top 3, donc seulement 3 choix. Si les panélistes, vous voulez participer, vous pouvez participer également. Je pense qu'on a déjà un gagnant, puis on le savait, mais c'est vrai, je pense. C'est vrai, puis c'est pas vrai, puis c'est là que c'est intéressant aussi. Euh, on voit facilement que le volet financier est dans le top. On s'y attendait, puis c'est bon comme réponse. Très, très bon. On a le deuxième qui arrive, c'est comprendre l'ensemble des normes et des obligations applicables. Je pense que c'est un très, très, très bon point également et qui est un enjeu finalement pour avancer. Puis après ça, ça se bouge un petit peu, mais on arriverait peut-être à volet technique et scientifique. Donc, c'est quoi finalement les bonnes options, tu sais, les plus écologiques? J'aime vraiment le top 3 que vous nous amenez parce que je trouve que ça représente beaucoup de choses parce que c'est pas tout à fait la motivation, c'est pas tant mobiliser les équipes autour des changements pour l'instant, les enjeux que vous avez vus. Ça serait vraiment argent, normes, puis scientifique, technique, comment on fait ça. Ça met la table pour aujourd'hui. Merci de votre opinion. Euh, Ce qu'on fait là, on vous présente le fruit de notre travail collectif. Donc, on s'est cassé la tête pendant 3 grandes séances et en se parlant entre les deux pour identifier c'est quoi les outils qui seraient pertinents pour
les entreprises en transformation alimentaire. Puis, comment on peut aider? Bien, on a identifié qu'un arbre décisionnel, c'était vraiment important, même si vous allez dire, ben voyons, l'information se trouve. Oui, mais elle n'est pas assez accessible rapidement et de manière vulgarisée. Fait que c'est là qu'on est allé. On va vous présenter. On a aussi, justement, ben, Jean-Christophe s'est prêté au jeu là, pour Noah avec un produit pour une analyse de cycle de vie de un produit. Donc, c'est comparative. On va en parler plus amplement aussi. Puis nous, on a tout pris notre information, puis on vous fait un guide d'éco-transformation qui va être disponible après le webinaire. Il nous reste quelques petites touches finales à mettre. Puis, pour ce qui est de la visibilité, ben, on était présent à Bénéfique aussi pour présenter les choses. Donc, c'est super intéressant, notamment avec l'INAF qui nous a permis ça. Puis, le webinaire, ben, on le travaille avec Québec international puis avec le créneau. Donc, ça nous permet ça. En gros, on voulait être très transparent. Fait que j'ai le goût qu'on vous montre à quoi ça ressemble, là, les outils. Donc, un arbre décisionnel, puis une analyse de cycle de vie. Puis là, je fais travailler Joël à la planche, mais elle est extraordinaire. Fait que j'ai confiance. On va vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc, vous arrivez ici sur la page de l'arbre décisionnel. On va directement dans le cœur, ma chère Joël, let's go. Donc, mise en contexte, vous l'avez vu. Il y a 4 stratégies. Fait qu'on prend une des stratégies, puis on met les questions à l'intérieur. Celle-ci, c'est la réduction. Donc, par exemple, première question qu'on se pose, puis qui est importante, et finalement, est-ce que l'emballage est indispensable? Là, on explique pourquoi la question. On vous amène des petites réflexions aussi, puis on vous donne des pistes pour passer à l'action. Fait que ça répond à la question qui est comment, en 2 minutes ou moins, je peux prendre une décision et savoir quoi regarder, quoi faire. Et c'est comme ça pour approvisionnement, c'est comme ça pour recyclabilité. Et un élément qu'on oublie souvent, c'est comme ça pour la communication aussi. Puis après ça, il y a plusieurs éléments pour le passage à l'action, puis des belles images, évidemment. Fait que ça, c'est accessible déjà. Vous pourrez aller le consulter. L'autre item, c'est ça va être un résumé, mais c'est une analyse de cycle de vie qui est comme fait en ouvert et transparent. Donc, vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble. Ça, c'est vraiment la synthèse la plus synthétique qu'on peut imaginer, n'est-ce pas, Serena, qui s'est donné du trouble pour y arriver, mais on fait vraiment le tour. Donc, c'était quoi le produit avant? C'est quoi maintenant? Quels sont les critères? Qu'est-ce qui a été évalué? Donc, tu sais, impact sur les émissions GES, sur la praticité. Puis si on va à l'autre page, par exemple, ben, on a aussi les résultats. Tu sais, on peut comparer entre les deux. Puis avec ça vient un rapport de beaucoup plus de pages qui sera accessible, qui sera mis en annexe aussi si vous voulez aller le consulter. Voilà pour nos outils. Puis là, c'est la partie le fun pour moi, parce que moi, j'ai pratiquement fini de parler. Je vais enfin céder la parole à nos panélistes. Donc, si vous me permettez, on voulait y aller un peu sur fond de arbre décisionnel, parcours de décision. Donc, l'outil arbre décisionnel, c'était pour avoir des informations concises rapidement, puis accessibles. Puis, on va parler avec Hélène et Sabrina les étapes d'un processus de transformation d'emballage avec une entrepreneure, j'aime dire, aguerrie et éloquente, Hélène Bélanger, copropriétaire et VP Opération à la Maison Orphée, qui est accompagnée d'une partenaire clé au créneau Aliments Santé, Sabrina Nicolescu, qui est chargée de projet conseillère à l'innovation. Mesdames, vous pouvez ouvrir vos micros, c'est votre moment. J'aimerais ça avec vous qu'on explore donc le processus. D'abord, peut-être prendre 1 minute chacune. Hélène, est-ce que tu peux nous expliquer, s'il vous plaît, ce que fait Maison Orphée et nous donner un aperçu des produits, mais surtout, quelle est votre motivation finalement à entreprendre des changements et à trouver des solutions plus éco-responsables? Oui, absolument. Ben, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir de discuter de ce sujet-là avec vous parce que ça nous tient à cœur chez Maison Orphée depuis les tout débuts. Ça fait partie de nos valeurs profondes là, de laisser une empreinte qui soit la plus minimale possible, de respecter notre écosystème, hein, que ce soit les humains ou l'environnement, dans tout ce qu'on fait, hein, d'être soucieux là, de prendre des décisions qui tiennent en compte toute cette partie-là que je viens de nommer. Maison Orphée, nous, on existe depuis 42 ans. On est une entreprise située à Québec, une entreprise familiale.
Donc, on est 36 collaborateurs à fièrement et passionnément se lever à tous les matins pour venir pour presser des graines, pour faire des bonnes huiles vierges, pour embouteiller des produits, pour fabriquer des moutardes, condiments. Donc, on fait des mayonnaises, on fait des vinaigres, on fait des vinaigrettes. Donc, nous, notre mission, dans le fond, là, c'est de faire en sorte qu'on mette à disposition de la plus grande communauté possible là, des prêts, des essentiels de la cuisine dont on va se servir le plus souvent à tous les jours, jusqu'à 3 fois par jour. Donc, on veut faciliter la vie des consommateurs en leur donnant des bons aliments qui sont savoureux, qui sont bons pour la santé, qui sont simples à utiliser. Donc, on a toujours été beaucoup dans le condiment. Puis, plus ça va, plus on s'en va aussi vers des éléments qui sont semi-préparés, qui facilitent la vie là, des gens. Donc, des mélanges pour faire, par exemple, une bonne focaccia ou un gâteau au chocolat, des choses comme ça, avec des bons grains germés à l'intérieur. Est-ce Nous que qui ça n'avons répond pas à ta mangé, question? ben oui, tu nous donnes faim en plus, mais ça, c'est un autre dossier. Merci. Sabrina, si je te demande un peu la même chose, veux-tu nous introduire le rôle, type d'accompagnement que le créneau Aliment Santé fait? Et si, tu sais, après ça, là, ça sera de développer un peu sur la collecte sélective, si jamais tu veux nous faire quelques mots, là, des questions que tu entends souvent, puis qu'est-ce que tu peux déjà nous donner comme idée, ma chère? Certainement, mais merci beaucoup aussi pour l'invitation. Ça va être mon plaisir de partager avec Hélène et avec toi, Daphna. Dans le fond, le créneau Aliment Santé, on est un regroupement d'une centaine d'entreprises en transformation alimentaire qui interviennent dans la capitale nationale et aussi dans Chaudière-Appalaches. Dans le fond, nos deux grands mandats, c'est principalement de réaliser des projets collaboratifs avec des entreprises autour d'un enjeu commun. On fait aussi de l'animation de secteur pour faciliter du maillage, du réseautage entre des transformateurs alimentaires. Plus concrètement, dans le domaine de l'éco-conception, le Créneau a coordonné un projet avec 3 entreprises dans le domaine des produits marins, avec la collaboration de l'ITEGA comme expert et qui a permis en fait à ces entreprises-là d'avoir un plan d'action et d'entamer des actions d'éco-conception sur leur emballage. Ensuite, dans son rôle plus d'animation, le créneau va toujours demeurer à jour de ce qui se passe dans le secteur alimentaire, dans l'écosystème. Donc, on reste quand même une référence pour les entreprises qui ont peut-être des questions ou qui ont peut-être besoin d'être orientées vers les bonnes ressources. On est toujours présent pour ça. Ensuite, je vous dirais qu'un autre rôle, comme vous pouvez voir avec mes logos qui sont affichés, on est aussi le gestionnaire de Mycelium, qui est un incubateur de start-up. Et donc, on a une équipe de conseillères qui accompagnent des start-up en transformation alimentaire et qui peuvent déjà en amont orienter les entreprises qui sont dans leur développement de produits vers des emballages peut-être qui sont éco-conçus. Donc, ça, c'est un autre rôle qu'on peut avoir. Et concrètement, euh, un dernier rôle, c'est que grâce à notre membership, on offre en fait un 5 heures expert aux membres qui sont avec nous. Donc, dans ce secteur expert, on peut vous référer avec une consultation ou avec un expert en éco-conception. Et notamment, je pense, par exemple, vous avez un nouvel emballage, vous avez besoin d'une analyse de cycle, pas de cycle de vie, mais une analyse de durée de vie de l'emballage. Eh bien, on peut vous référer à la bonne personne et en payer une certaine partie. C'est super. Ensuite, tu le fais. Oui, Oui. vas-y. Ah ben non, ben vas-y, parce que moi, c'est ça, je veux. Déjà, on a besoin d'une mini consultation. Là, qu'est-ce qui s'applique, là? C'est quoi tu sais, Éco-entreprise Québec? Comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe avec ça? En quelques instants, puis ça va nous mener justement à toutes nos réflexions vers Hélène ensuite et l'échange. Ben oui, merci de dire en quelques instants parce que je veux dire, c'est beaucoup d'informations. Je pourrais pas vous le résumer en Non. 1 minute, mais je vais faire mon possible. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions par la suite à m'en faire part. Vous avez sûrement suivi qu'il y a eu toute une modernisation de la collecte sélective. J'imagine que c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes là pour en comprendre un peu plus. Donc, au Québec, on est passé vers une responsabilité élargie des producteurs. C'est-à-dire que les producteurs, les entreprises qui mettent en marché des emballages, des contenants et des imprimés doivent maintenant le déclarer, leur quantité, pour ensuite avoir une contribution financière payée. Euh,
Cette contribution financière, elle sert depuis 2022 à financer à 100% la modernisation de la collecte sélective. Euh, Éco-entreprise Québec est le gestionnaire, l'organisme en gestion pour ce mandat-là de moderniser la collecte sélective et d'être le contact avec les producteurs et d'implanter le système de la REC. Ils mettent en place aussi quelques leviers d'éco-modulation qu'on appelle. Donc, par exemple, on a le malus. Le malus qui, lui, c'est plutôt une pénalité pour les entreprises qui utilisent deux types de matières qui ne sont pas recyclables, comme par exemple le PVC et le PLA. Et ensuite, comme levier financier, il propose aussi le bonus à l'incitatif à l'éco-conception. Et là, vous allez voir le lien un peu avec notre arbre décisionnel, c'est que c'est ça, le bonus, ça permet de couvrir un 50% de la contribution payable l'année d'avant. Et puis, c'est basé sur les 4 stratégies d'éco-conception. Donc, le fait de poser des actions en réduction, en approvisionnement, en recyclabilité et en communication. Donc, c'est les 4 points que vous avez vus dans l'arbre décisionnel. Puis l'arbre, ce que ça nous permet, c'est vraiment de venir vulgariser, comme elle a dit Darina, toute l'information et de centraliser aussi l'information pour qu'une entreprise qui veut démarrer des étapes d'éco-conception puisse s'y référer facilement. Tu as fait ça comme une championne, comme si ça faisait partie de ton quotidien, Sabrina. Déjà, tu es quelqu'un qui va entrer en contact avec toi, donc tu vois, ça marche au bout. Ce que je me permets, fait que, allons-y, creusons. Donc là, la question que j'avais pour vous, puis vous le savez, OK, c'est super, mais là, on veut apprendre de vos expériences. Alors, Hélène, je sais que tu représentes quand même une entreprise tu sais, qui est en santé, qui a quand même un bon bagage aussi. Tu veux-tu nous expliquer quand vous êtes intéressé à l'éco-emballage, puis c'est quoi maintenant votre processus? À quoi ça ressemble à la Maison Orphée? C'est quoi pour vous ce cheminement-là? Est-ce que vous avez quelque chose de très structuré à l'interne, tu sais, ou nous donner un exemple peut-être d'un exercice que vous avez fait à l'interne qui est plus récent. Juste nous en parler un peu pour voir c'est quoi. OK? Absolument. J'ouvre la Nous, porte, je sais. tu m'ouvres toutes les portes. Alors, Toutes les portes, Hélène. à moi de prendre une direction. Vas-y, Tu me redirigeras si je m'en vais tout croche. je suis sûre Alors, que ça va aller. en 2023, nous, sur les bouteilles là, existantes que vous pouvez voir en marché, on a déjà fait, nous, un travail de réduction du poids. Donc, parce qu'il y a toutes sortes de stratégies qu'on peut mettre en place, hein. On peut dire, bon, ben, est-ce que le verre est mieux que le plastique ou est-ce que c'est l'inverse? Puis à un moment donné, ben, faut prendre une direction. Nous, sachant que pour, pour, pour s'assurer que notre produit soit maintenu dans les meilleures conditions, puis qu'on respecte la durée de vie qu'on promet aux clients, on sait que le verre foncé, c'est encore la meilleure matière. Donc, on n'a pas essayé de changer cette matière-là, bien qu'elle ne soit pas parfaite. Il n'y en a aucune des matières parfaites en passant, mais elle est lourde, cette matière-là. Donc, c'est sûr que quand on arrive à la fin de son cycle de vie, puis qu'on arrive au moment du recyclage, ben, le poids de cette matière-là est, par exemple, un effet négatif. Puis, c'est ce qui fait que ça nous coûte très cher quand on reçoit notre facture d'éco-entreprise Québec. Donc, c'est sûr que nous, ce qu'on s'est dit, ben, ne pouvant pas changer la matière, parce qu'à ce moment-ci, la science ne nous démontre pas qu'il y a une matière qui soit plus appropriée pour conserver les huiles vierges. On s'est dit, est-ce qu'on est capable de réduire l'épaisseur, le poids de ce verre-là? Réponse, oui. Bon, alors on a fait cet effort-là. Ça, c'est un projet qu'on a fait donc récemment. Puis ça fonctionne bien, ça donne les résultats qu'on voulait. Tout ça n'est pas miraculeux, hein, puis c'est vrai que ça prend un processus. Je pense que je le recommanderais, puis je suis loin de dire qu'on est des champions de ça. Par contre, ça fait partie de notre... ça fait partie de nos valeurs, comme je le disais tantôt, mais ça fait partie aussi du focus qu'on veut bien mettre là, à toutes les fois qu'on va sortir un produit ou qu'on est en redéveloppement d'un produit, qu'on veut faire une refonte, on va penser nécessairement à cet aspect-là maintenant d'une autre manière. À savoir, est-ce que je peux réduire mon emballage? Est-ce que je peux choisir autre chose?
Des fois, c'est des affaires qui sont minimes aussi, hein, ou qui pourront paraître minimes, mais est-ce que l'encre sur mon étiquette peut être végétale? Ça, on a fait ça fait plusieurs années. Bon, est-ce que mon papier peut être de source recyclée? Il y a plein de choses Mhm. qui sont possibles. Souvent, on s'arrête à verre, plastique, là, on entend beaucoup ça, mais il y a beaucoup d'autres choses possibles. Là, je pense que j'ai pris trois, quatre portes d'Arina, par exemple, parce C'est que excellent. Je c'est trouve encore ça me bon. OK. prenait ça me prenait une ouvreuse de porte, tu sais, quelqu'un qui sait défoncer les portes. Même si tu le fais doucement, tu le fais avec sérieux, je savais. Non, c'est excellent. Puis tu me fais penser effectivement que tu sais, les petits détails, ça compte vraiment beaucoup. Puis je retiens seulement, tu sais, qu'en éco-conception, on peut en faire à toutes les étapes, mais c'est donc bien avantageux de le faire en amont, en même temps que, mettons, on a un nouveau produit, ben on pourrait avoir un nouveau produit d'emballage et le réfléchir en même temps. C'est là que tu t'en allais un peu, Hélène, lorsque tu pars un nouveau produit. Maintenant, tu y réfléchis, là, tu sais. C'est sûr que maintenant, Ouais. on porte une attention, oui, plus particulière au type d'emballage. Là, on le regarde de cette Ouais. manière-là, là, sur l'effet que ça va avoir vraiment sur toute la chaîne. Parce que ça paraît simple, ça peut paraître simple, mais dans la vraie vie, là, c'est complexe. Puis je pense que vous allez avoir un bel exemple là, avec Noah, probablement tantôt. Changer un emballage, ça se fait pas comme ça, hein. C'est des Non. processus souvent qui sont très, très longs. Même juste changer le poids là, d'une bouteille, ben si je change le poids d'une bouteille, ben ça se peut qu'elle soit un petit peu plus petite. C'est possible, ça, à moins qu'on enlève du verre à l'intérieur, là, mais donc là, c'est Ouais. peut-être toute ma chaîne d'embouteillage qu'il faut que je change. C'est Ouais. des investissements qui sont excessivement importants. Ce n'est pas 10 000 là. On est Ouais. dans des centaines de milliers de dollars parfois. C'est des délais aussi, hein. C'est pas fait à Montréal souvent, là, ces équipements-là. Puis c'est pas sur la tablette. Donc, c'est des délais, c'est du temps. Il faut gérer toute la chaîne jusqu'à l'autre bout aussi, là. Les marchands qui ont nos produits, hop, ben là, des fois, ah ben, ils acceptent juste un certain pourcentage de changement. Si tu es plus que tant de changement dans ton emballage, ah ben, c'est considéré comme un nouveau produit. C'est c'est toute une chaîne, là. Fait que, mes commentaires ne sont pas de nature, j'espère, là, à décourager les gens. C'est pas ça que je veux dire, mais il faut être conscient de tout ça quand on Mhm. part là-dedans. Puis les petits pas, ils comptent autant que les grands pas, Mm. puis de ne pas reculer. Ouais, c'est ça. D'y aller avec conviction, lentement mais sûrement. Puis je sais que ça faisait partie ben, des deux approches qu'on va voir, mais tu sais, de mettre justement les fournisseurs et les distributeurs. Puis dans le fond, tu sais, les partenaires doivent être dans la boucle. C'est ce que je vois qui est comme un des gages de succès. Est-ce qu'on dirait que ça serait ça, Hélène et Sabrina? Absolument. Ouais. Sabrina. Oui, certainement. On l'a vu quand même avec notre projet qu'on a fait notamment de produits marins, d'inclure le fournisseur dans les Mm. discussions. Ça peut avoir vraiment un aspect positif aussi. Il appuie vraiment ce que Hélène disait avec le petit à petit. Et nous, on l'a vu dans un projet collaboratif. Ce qui est l'avantage, c'est que c'est structuré. Donc oui, les entreprises ont besoin d'une certaine structure, d'un échéancier, des rencontres de travail, des rencontres avec l'expert pour vraiment pouvoir l'intégrer, parce que souvent, c'est le temps, tu sais, c'est peut-être ce qui est mis plus de côté, mais à la fin, est-ce que c'est vraiment si complexe que ça? Ça peut dépendre des changements Mm. qui sont faits, mais je vous donne l'exemple, une des entreprises, suite à le partage d'informations de l'ITEGA, a changé son approvisionnement d'un approvisionnement qui venait d'Europe à un approvisionnement qui venait au Québec. Mais c'est juste, l'entreprise n'avait pas eu le temps d'analyser, de chercher les Mm. fournisseurs parce que c'est une charge de plus qui s'ajoute dans leur day-to-day. Mais c'est possible. C'est juste qu'il Mhm. faut le faire petit à petit et l'intégrer petit à petit dans nos opérations, j'imagine. C'est ça, on se lève pas un matin, mettons, puis on va dire, bon, ben, je vais te régler ça, moi, l'éco-emballage. Non, pas Non. tout à fait, mais l'intention peut venir un matin, ça, il n'y a pas de problème, c'est juste pour pas la lâcher, finalement. C'est ça qu'on se dit. Parfait. Euh, Exact. je, je vous avais envoyé quelques questions. J'y vais un peu plus loin dans mes questions pour qu'on se donne un rythme, un air d'aller. Ça va bien. Moi, je suis passionnée d'entendre parler des bons et des moins bons coups. Hélène, est-ce que tu aurais le goût de nous en partager un apprentissage ou une leçon ou même un échec, mais tu sais, un échec en affaires est un tremplin, on le sait tous, là, c'est comme ça qu'on le voit, comme tu le veux, qui pourrait
peut-être si c'était à refaire aujourd'hui, tu ferais différemment maintenant que tu sais ça. Tu as le goût de nous partager quelque chose là-dessus. Oui, hey, des échecs, là, on en a eu là, en 40 quelques années, hein, ça c'est certain. Puis un des échecs qu'on a eu, nous, c'est justement de ne pas inclure, de ne pas bien comprendre l'ampleur du projet, puis d'arriver avec une idée là, qui se déploie beaucoup au niveau du marketing, beaucoup au niveau des ventes. Puis là, c'est génial, puis tout le monde est super excité. Puis là, tout à coup, tu arrives pour implanter ça, t'en parles aux opérations, puis ça marche pas, là, ça, là. Pas capable de faire ça, là. Donc, c'est pas nécessairement exactement sur l'éco-conception dans ce Mhm. cas-là, mais ça pourrait s'appliquer à l'éco-conception. Mais Ouais, c'est pour faire du pouce en même temps sur ce que Sabrina disait tout à l'heure, ouais. l'importance vraiment là, d'inclure tu sais, le plus de monde possible dès le départ. Puis après ça, bon, ben, on les retire, ces gens-là, si c'est pas pertinent pour ces étapes-là, là, mais dès Mhm. le départ, d'avoir là, des sons de cloche assez importants. Puis c'est tellement vrai là, d'avoir toute la chaîne aussi, parce que Ouais. effectivement, l'approvisionnement après ça, il faut être sûr qu'on est capable de. Tu sais, ça a du sens, ça, là, Ouais. ou ben non, les minimums n'ont pas de bon sens. À la fin de la journée, là, ben oui, on essaie de faire du bien, là, mais il faut que l'entreprise reste en vie, il faut qu'elle reste Ouais. rentable. Notre day-to-day, là, c'est pas de faire de l'écologie. Notre day-to-day, c'est certains de faire du kombucha, puis d'autres de faire des huiles. Ouais. Il ne faut pas l'oublier, ça, à travers ce projet, ces beaux projets-là. C'est ça, de toujours viser à faire mieux, mais en faisant ce qu'on fait déjà d'excellent, qui est notre distinction, qui est votre produit, tu sais, vos produits, puis ce que vous offrez comme entreprise. Tu veux-tu rajouter quelque chose là-dessus, Sabrina? Tu sais, je m'en allais vers la clôture déjà parce que je veux dire, on passerait la journée ensemble, mais il faut quand même qu'on suive un peu notre plan. Sur quel conseil on donne à quelqu'un qui veut se lancer justement dans ce parcours-là en étant très réaliste, mais en étant comme bien renseigné pour comment partir? Avez-vous des idées, Sabrina puis Hélène, sur ça? Oui, j'en aurais une, mais c'est pas nécessairement un conseil sur la structure. Je pense que je pourrais pas être dans vos opérations pour vous accompagner dans la structure, mais moi, le conseil que je donne en tant que consommatrice de produits Hmm. québécois, c'est vraiment de faire du bruit sur ce que vous faites. Donc, de le mentionner, que ce soit sur vos réseaux sociaux, sur vos emballages, de mettre de l'avant les petits pas que vous faites. Je pense notamment, puis je sais pas si elle allait le mentionner, mais à Jean-Christophe qui a participé à l'émission Feu vert très récemment. Je vous conseille d'aller Mhm. l'écouter. Donc, c'est ça, de faire du bruit, d'être présent dans les médias pour partager ce que vous faites au niveau de l'éco-conception, parce que plus on le fait, plus les consommateurs vont peut-être répondre aussi à ça et vous encourager. En tout cas, moi, c'est ça Hmm. qui me rapproche beaucoup. Très bon conseil. Hélène, as-tu un complément, toi, là-dessus? J'irai à nouveau avec les petits pas. Les petits pas, Ouais. les petits pas. Je crois beaucoup à ça, là, puis je pense que c'est un piège là, qui est tellement facile à tomber dedans, là, parce que c'est vrai que c'est une grosse pression qui nous est tombée dessus là, cette année avec Ouais. la responsabilité élargie. Puis pour l'ensemble là, des producteurs, c'est Ouais. c'est tellement lourd là, pour certains, là, Mhm. c'est des questionnements là, extrêmement importants là, qu'ils se posent en ce moment. Donc, l'idée là, de vouloir s'en sortir puis de dire ben, je vais trouver la grosse solution Hmm. qui va avoir un effet draconien sur ma facture, c'est probablement pas la bonne chose à faire. Fait que faut être convaincu aussi, je vous dirais, Ouais. parce qu'effectivement, il faut faire du bruit, mais comment dire, jusqu'à quel point on se rend jusqu'au consommateur, puis qu'à la fin de la journée, tu sais, toutes ces solutions-là qu'on trouve, là, qui sont plus éco-responsables, sont souvent plus coûteuses. Mhm. Puis, ben, ça vient aussi comment, ouais, on entend de plus en plus hein, que la nourriture, c'est cher, les aliments sont chers. Donc, on arrive à un drôle de moment, là, tu sais, où est-ce que, Ouais. tu sais, pour le consommateur, de faire ce choix-là, là, de dire, hey, oui, je le choisis parce que X, Y et Z, Mhm. là, ça correspond à ma conscience. Je ne sais pas Ouais. jusqu'à quel point ça fonctionne tout le temps. Fait que, il faut être capable de le supporter comme entreprise puis de le faire parce que ça fait partie de nos convictions.
d'abord et avant tout, puis en souhaitant que collectivement, on va se rendre là, puis qu'on ne fera pas juste en parler, mais Yes. Ouais, voilà. c'est magnifique. Puis oui, c'est la responsabilité élargie des producteurs, mais élargie le public aussi, tu sais, on le sait. Mais tu as raison de rappeler qu'il ne faut pas tout porter sur les épaules, mais la responsabilité, ou en tout cas l'effet de levier qu'on peut avoir, c'est bon de l'utiliser quand on est convaincu. Tu sais, je suis certaine que c'est avec des champions comme vous, puis comme Noah, qu'on va présenter dans quelques instants, que ça donne enfin un peu plus d'exemples, un peu plus de concret aussi, puis on peut se dire, OK, ça n'a pas été facile, mais on est capable de faire mieux. Fait que c'est ça l'exemple qu'on peut donner. Hélène, merci. Sabrina, merci. Je vais passer au prochain panel. Vous allez pouvoir rester avec nous, mais nous allons passer au prochain panel. Merci de votre patience. Inquiétez-vous pas, je regarde l'heure attentivement, mais je traficote tout ça en même temps. Donc, on a travaillé donc l'analyse de cycle de vie, l'outil qu'on vous a présenté très succinctement. On avait besoin d'exemplarité. Dans le fond, c'est ce qu'on s'est rendu compte aussi. Il faut montrer l'exemple. Comment on fait ça finalement, tu sais, ces changements? Donc, on va explorer les étapes d'un processus de transformation. J'ai dit, moi, par un entrepreneur proactif, passionné des résultats aussi. Donc, Jean-Christophe Nicolas, j'espère que je le dis comme il faut, bien sûr, ton nom de famille, directeur général chez Noah Monsieur Cocktail, qui va être accompagné d'une experte clé du CDBQ, donc du Centre de développement bioalimentaire du Québec, Serena Safiedine. Je me lance directement. Je vous laisse vous présenter rapidement. Donc, Jean-Christophe, si tu veux prendre la parole en premier, toi aussi 1 minute et Serena 1 minute, pour juste expliquer, pour brosser un petit portrait, qu'est-ce que Noah, Monsieur Cocktail, pourquoi c'est important de se démarquer avec des pratiques en emballage, s'il te plaît. Salut tout le monde. Je fais salut comme si tout le monde me voyait avec mon signe, mais salut tout le monde, Parfait. Jean-Christophe de chez Monsieur Cocktail et Noah. Monsieur Cocktail, il y a beaucoup de monde qui connaissent Monsieur Cocktail, c'est des sirops simples qu'on a vendus. On vend beaucoup en épicerie, autant framboise, lime, citron. Et Noah, c'est une nouvelle compagnie de spiritueux sans alcool qu'on a lancée en 2023. Et ça marche au bout. Et c'est pour ça qu'on a vraiment voulu s'investir un peu dans l'éco-conception parce qu'on est en train de, pas comme tout le monde le sait, le sans-alcool, une grosse vague d'amour et on est en train de vendre partout au pays quand même assez rapidement. Et comme beaucoup de PME d'agroalimentaire au Québec, on a reçu un beau petit montant de EEQ pour un peu l'évaluation du poids qu'on vend dans la province de Québec. Et nous, on s'est vraiment retourné de bord pour faire un gros changement sur notre bouteille principale. Je vais pouvoir parler tantôt avec des petites questions. Mais c'est vraiment spiritueux sans alcool, sirop simple, donc quelques prêts à boire, mais c'est vraiment nos 2 gros brands qui poussent très fort au pays. Par conviction, puis par recherche de solutions finalement face à une facture, disons, Oui, relativement assez salée et invitante à passer à quelque chose d'autre, mettons. Oui. Parfait, mais c'est correct, c'est ça la réalité, donc on est là Oui, pour exactement. ça. Serena, je t'invite également à te présenter, puis peut-être nous mettre en contexte qu'est-ce que fait le CDBQ, puis ton rôle également, s'il te plaît. Donc, bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis chargée de projet au CDBQ. Comme mes autres collègues chargés de projet, notre rôle, c'est d'accompagner les entreprises dans tout un tas de mandats, que ce soit du développement de produits, de la mise à l'échelle, des études d'impact environnemental sur des produits alimentaires, de la recherche de solutions, d'équipements, etc. Donc, toutes sortes de mandats en fonction des besoins des entreprises. Donc, voilà. Et donc le CDBQ, donc ça, c'est un centre de recherche appliquée qui travaille avec les petites, moyennes et grandes entreprises, principalement au Québec. Donc on travaille sur des projets de recherche divers et variés dans tous les secteurs alimentaires. Vraiment, on couvre toutes les catégories de produits jusqu'aux produits alcoolisés. Voilà. Donc voilà. Merveilleux. Et en plus, Pour vous le êtes CDBQ, c'est ça. sympathique et Voilà. collaboratif, donc on aime beaucoup ça aussi, travailler avec vous. Nous pointiller vers, OK, moi, tu as vu la vitesse avec laquelle j'ai présenté une analyse de cycle de vie. Quand même, peux-tu introduire un peu plus scientifiquement, s'il te plaît, ce que c'est et peut-être dans le cas particulier, qu'est-ce que c'était l'analyse de cycle de vie, quelques exemples, à quoi ça sert, etc. Nous situer, s'il te plaît. Donc l'approche analyse de cycle de vie, en fait, c'est une approche très normalisée par des normes donc ISO qui permet, en fait, c'est comme des codes ou une démarche structurée pour déterminer les impacts d'un produit ou d'un service. Ça peut être
Donc, un service, ça peut être très variable. Là, c'était donc on peut évaluer des produits aussi, comme des emballages. Donc, récemment, avec la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs, on a eu quand même des demandes d'études justement d'impact d'emballage et on a travaillé avec Noah justement. Donc, on s'est servi un peu de ce qu'ils ont fait pour faire une démonstration un peu ils ont fait des changements d'emballage pour s'adapter à la nouvelle réglementation, pour améliorer leur empreinte éco-responsable, etc. Donc concrètement, après les aspects financiers, concrètement, au niveau des impacts sur l'environnement, qu'est-ce que ça représente, ces changements-là? Donc, euh, donc est-ce qu'on en parle tout de suite ou peut-être après les changements? Ouais. Ouais. Si tu es sur une aire Mhm. d'aller, ouais, Mhm. veux-tu introduire? Puis après ça, Ouais. Jean-Christophe, je vais Ouais. prendre toutes tes réactions, puis Ouais. toi, comment tu as vécu ça? Tu pourras même intervenir, non, mais Mhm. directement. Fait que je te Ouais. laisse, c'est le fun quand Ok, les gens se parfait. parlent entre eux. Ouais. Donc c'est ça. Donc là, ça peut être une analyse de cycle de vie. Ça permet soit donc on peut faire ça en amont d'un projet. Ok, moi mon projet c'est changer d'emballage. Je veux être sûr de faire les bons choix. Donc là par exemple, Noah ils avaient déjà pris les bonnes décisions. Donc ce qui a été, c'était de valider. Ce qu'on a fait, c'était de valider les impacts de leurs décisions, les impacts positifs en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Mais on a aussi d'autres paramètres d'impact qu'on peut mesurer, comme les impacts sur la santé humaine, des impacts sur les écosystèmes, l'utilisation de ressources, qui sont des indicateurs un peu agrégés d'émissions. Et donc, dans toutes ces catégories-là, les changements ont entraîné entre 20 et 25% de réduction d'impact. Donc c'est ça, mais ça permet aussi en amont, avant de se lancer dans un projet, de savoir est-ce que quand on a des incertitudes un peu plus sur certains paramètres, de voir si quels sont les meilleurs choix. Par exemple, j'ai eu des demandes, est-ce que si j'utilise du verre recyclé mais qui vient des États-Unis ou du Mexique, est-ce que c'est mieux que du verre vierge qui viendrait d'ici, plus proche en tout cas? Donc, par exemple, on avait déterminé dans le cadre de ce projet-là que c'était mieux de rester sur le verre recyclé parce on évite d'extraire de la nouvelle matière vierge. Donc, ça que c'est un aspect très important en analyse de cycle de vie. Donc, des fois, c'est pas la réponse, elle est pas, on a l'impression que c'est logique, mais si on prend tout en compte, c'est vraiment une approche très structurée on va tout regarder dans le détail pour être sûr de tout couvrir, toutes les possibilités, d'avoir des données fiables pour décider. Donc, il y a beaucoup Voilà. de nuances. Toi, Ouais, il y a beaucoup de Jean-Christophe, nuances. c'était ta première expérience. Parle-nous donc de ça. Je sais que tu es capable de faire 25 minutes sur le sujet, mais parle-nous donc, c'était quoi? Qu'est-ce qui t'a surpris? Puis c'est quoi que tu retiens, mettons, de l'expérience? Qu'est-ce qui m'a surpris? Ben, c'est une grosse expérience. Je ne veux pas changer un Ouais. produit qui est déjà partout en épicerie, qui est déjà partout, 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 partout. Ce qui fait que ça ne te tente pas trop. Il faut que vraiment tu réfléchisses un peu à ce que tu veux faire avec ton produit. Comme Hélène le disait, des fois, tu fais un changement, ça impacte ton copacker. Ça se peut que l'épicerie ne veuille pas reprendre ton produit parce que tu as changé de catégorie, tu as changé de format, ça ne fait plus dans les rackings et tout. Ça a été vraiment vite. On a reçu la facture. J'ai fait non, je ne peux pas. Il faut que je réduise d'une façon mon poids. Ce qui fait que mon meilleur vendeur, moi, c'est mon 700 ml, comme on peut voir sur la photo. Ça, c'est en fait une nouvelle bouteille. On avait une bouteille qui était un peu plus lourde, avec un bouchon en liège. C'était super sharp. Quand j'ai eu la facture, j'ai fait OK, qu'est-ce que je dois faire? Puis les étapes, c'est quand même assez. C'est pas compliqué, c'est juste long. Puis là, tu es en attente parce que je veux pas. J'aimerais bien commander des bouteilles du Québec, mais ça coûte trop cher. Alors, je commande, comme beaucoup de monde, des conteneurs en Chine. Et quand tu commandes des conteneurs en Chine, tu as des minimums. Des fois, c'est 80 000, 100 000 et tout. Alors, moi, je commençais à communiquer avec mon fournisseur de bouteilles. J'ai dit, hey, j'aimerais ça changer de bouteille, ça me coûte trop cher, il faut que je réduise le poids. Autant pour le shipping, pour les clients qui l'utilisent, le monde en HRI, en hôtel, en restauration. Puis là, on a fait juste vraiment l'évolution de tout ce qu'on a fait le changement de bouteille. Il m'a envoyé des échantillons, ça ne marche pas. Bon, on recommence. On n'aime pas la bouteille, on recommence encore. Alors, moi, j'essaie de donner des images sur Google que je trouve, des barèmes un peu que je souhaite avoir. Mais ça m'a pris environ un 9 à 12 mois de faire le gros changement de ma bouteille. Ce qui fait que je prends la bouteille, on fait des tests. Je suis satisfait de la bouteille, il m'envoie des échantillons. Je fais des tests, j'envoie ça à mon copacker. Est-ce que ça fit avec la chaleur? Super. Est-ce qu'on doit changer la machinerie? OK. Avant, moi, j'avais un bouchon en liège, alors ça s'écrasait. Là. Maintenant, c'est un twist. Ça veut dire qu'il faut qu'il change la bouteille. OK, c'est quoi les frais de changer la bouteille? Super, on a réglé ce dossier-là. Après ça, moi, je reprends la bouteille, je fais des tests de shipping parce que j'envoie des produits aussi à Vancouver. Alors, moi, j'ai de la famille à Vancouver. J'ai envoyé mes bouteilles avec de l'eau en shipping si ma bouteille ne pèterait pas. Parce que je ne veux pas, ben, Purolator,
J'espère qu'il n'y a personne de bureau ici, là, mais il pogne la caisse et hop, il l'envoie du fond du truck, met bouteille sur David, ça pète. Alors, on a fait des tests comme ça. On a fait des tests aussi en arrière dans mon entrepôt. On est monté sur une grande échelle de 20 pieds, puis on a laissé tomber la boîte dehors sur l'asphalte pour voir si ça pétait. Ça a été le premier volet. Après ça, ma bouteille, j'ai dû changer de boîte. J'ai dû rétrécir ma boîte. Alors, j'ai pris mon ancien template de boîte que j'avais avec mon fournisseur, puis il m'a dit, si tu réduis la taille de ta boîte, on ne peut pas revenir en arrière. Je suis comme, ah, OK. Puis on sait que des templates, ben c'est quand même des 1000, 2000, 3000 de frais juste pour avoir un template de boîte. Ce qui fait que j'ai pris le risque de dire, OK, on diminue la boîte. On a fait des tests de boîte, on a changé la boîte, on a vérifié si ça fitait sur la palette et tout. Ça marche bien. Après ça, c'est de tout annoncer notre changement aussi, qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que je ne veux pas, maintenant sur une tablette, tu vois mon ancienne bouteille, ma vraie bouteille, ma nouvelle bouteille, tu fais comme, OK, c'est-tu la même chose? Et je ne veux pas, ma nouvelle bouteille est plus petite parce que j'ai réduit 39,8 de verre dessus mon ancienne bouteille à ma nouvelle bouteille. Je parle beaucoup, là, vous me dites quand j'arrête parce que je préparerai 25 minutes. Je sais. Continue, ça va bien. Je sais, hein? Puis, dans le fond, on a vraiment fait une tournure. Je veux pas, je vais beaucoup en épicerie, mais moi, je me suis vraiment concentré sur la HRI. Les restaurants, les bars, les hôtels. On a créé des produits Noah. On a vraiment créé ça pour les bartenders parce qu'on voit vraiment l'évolution de les cartes de sans-alcool dans les restaurants qu'on aime bien aller boire. Ce qui fait que ma bouteille, pour eux autres, mon ancienne bouteille, le bouchon était dur à remettre. Elle ne rentrait pas dans les étagères de frigidaire. Était lourd parce que je veux pas, les bartenders vont flipper la bouteille pour donner un petit chaud, ça devient lourd. Ce qui fait qu'on a vraiment changé la bouteille en twist cap pour qu'ils puissent prendre et fermer la bouteille. Elle est plus petite, alors elle rentre plus dans le frigidaire. Elle est plus légère aussi pour pouvoir tourner pour la mixologie. Ce qui fait que ça a vraiment bien à donner parce que j'avais aucunement pensé à ça. Mais c'est quelqu'un qui a fait un test dans son restaurant, il a dit hey, comme c'était tout voulu, mais dans le fond, ça n'était pas voulu. Tu sais, il faut quand même le faire. On attend beaucoup. Hélène, c'est vraiment une plus grosse compagnie que moi. Ils ont beaucoup de produits. Je ne dis pas que c'est une grosse équipe. C'est juste que c'est beaucoup de logistique. Puis eux, c'est peut-être un peu plus de temps que moi. Moi, je suis capable de me revirer sur un dizaine parce qu'on est 4 dans l'entreprise, ce qui fait que l'édition peut aller vraiment rapidement, mais ça a été long. Puis qu'est-ce qui était plus difficile, c'est OK, là, je vais produire. Qu'est-ce qui était difficile, c'est de calculer combien de bouteilles qui me restait de mon ancienne bouteille. Puis c'est quand que je commande mon prochain container, puisqu'on sait qu'en Chine, ben, leur fête de Noël où elle ferme pendant quasiment 3 mois. Alors, il n'y a rien qui peut sortir la fête chinoise ici. Alors, il faut que tu calcules que quasiment décembre, janvier, février, tu n'auras rien qui arrive ici. Là, j'ai-tu assez de bouteilles? Je veux une croissance, puis j'ai vécu une croissance de 40 l'année passée. Alors, évalue la croissance selon qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce que je vais recevoir, puis qu'est-ce qui me reste en inventaire. C'est quand même une grosse logistique. Puis j'ai eu des BO parce qu'on a trop vendu, je n'avais pas ma nouvelle bouteille encore. Puis là, ben, il y avait des bugs de douane, obviously. Il y a toujours quelque chose qui bug. Ça a resté stacké à quelque part pendant un mois, puis là, on ne savait pas, personne ne trouvait la réponse. Tu sais, c'est vraiment, il faut vraiment mettre du temps pour le faire. Puis de lâcher prise aussi. Il y a des affaires que je ne peux pas contrôler. Il y a des affaires que tu peux contrôler. Qu'est-ce que tu contrôles? Tu les maintiens, tu les gardes super bien. Mais moi, je pense vraiment que ce mouvement-là, moi, ça l'a vraiment donné un coup de main sur embarquer sur des beaux projets comme l'éco-conception, d'embarquer un peu plus, démontrer que c'est possible de changer une bouteille, c'est possible de réduire puis garder le même format, puis tout le monde sont satisfaits. Tu sais, j'ai sauvé 1000 livres par palette en changeant cette bouteille-là, ce qui fait que j'ai juste réduit d'1 pouce par bouteille. Je sauve 1000 livres de plus, ce qui fait que je peux peut-être mettre plus de palettes dans un truck. Les frais de shipping ont diminué parce que c'est moins lourd. Il y a un gros avantage, oui, on bâche un peu qu'on a reçu une facture, parce que ça fait mal. Moi, ça a augmenté quasiment de 16 à 34 16 cents à 34 cents mon cost de ma bouteille. Là, moi, je fais comme où est-ce que je vais récupérer ça? C'est en changeant ma bouteille que j'étais capable de récupérer, parce qu'avec le changement de bouteille, je sauve 1,25 $ juste de bouteille de bouchon versus mon ancienne bouteille. Déjà, juste par l'exercice juste pur et dur, exactement. même pas ta facture, tu sais. Non, mais c'est vraiment cool. Puis je t'ai pas arrêté parce que tu es en train de cocher, tu sais, mes 3 questions, puis c'est parfait, là, tu sais, c'est ça qu'on voulait entendre, c'était quoi le processus, c'était quoi les changements, puis là, tu as parlé beaucoup à l'externe, tu sais, toutes les opérations, mais en général, à la vente, si tu veux. Puis, tu sais, avec Hélène, on a couvert comme à l'interne aussi, comment on le fait, là, puis comment on s'installe. Puis, à la fin, toi, tu as découvert des gains que tu n'avais même pas pensé que tu aurais. Tu t'espérais, c'était comme un vœu, mais finalement, tu récoltes un peu plus. Puis ça, je pense que c'est la belle surprise, mais tu sais, ça ne s'est pas fait sans effort, là. On se comprend bien, tout le monde dans la salle, mais au moins, ça apporte un gain.
Serena, toi, c'est-tu souvent quelque chose que tu observes, tu sais, quand tu fais des accompagnements, que finalement, il y a d'autres gains ou il y a des plus qu'on va Mhm. chercher en dehors? Tu sais, des fois, on s'en parlait off pour de ça, Ouais. mais c'est ça qui est passionnant, comme. Oui, j'allais rebondir là-dessus. C'est bien que là, on n'est pas dans Christophe. C'est que, en tout cas, dans toutes les entreprises qu'on a accompagnées, enfin, à date, ils sont contents des changements qu'ils ont. Ils ont toujours eu des bénéfices inattendus aux changements qu'ils ont fait. Alors oui, la première facture Q ou le temps de s'ajuster, ça fait peur. Les investissements la première année, ça peut être assez lourd, que ce soit en temps ou en changement de ligne. Mais lorsque c'est bien pensé et qu'on prend le temps de se poser des questions, de chercher, etc., il y a aussi des gains, des économies à long terme qui peuvent arriver au niveau financier, bon, environnemental, mais aussi Mm. financier. Que ce soit justement la réduction de format, d'autres entreprises qui m'ont dit que ça permettait justement de mieux organiser les boîtes, de réduire les boîtes, ou du changement de matériaux, ça leur avait permis de sourcer un autre matériau qui finalement était plus cher ici. Des pratiques en fait la nouvelle réglementation, ça a permis de remettre en cause peut-être des choses qu'on faisait depuis longtemps qui nous allaient, mais au final, soudainement, on a un incitatif à bouger, puis en tout cas, ça Ouais. a amené des choses intéressantes. Puis, deuxième chose que Jean-Christophe a dit sur lequel je voulais rebondir, c'était les tests sur les bouteilles là qu'on jette à terre, qu'on ne peut pas briser. Alors oui, il faut faire des choix d'éco-conception, réduire le poids et tout, c'est des très bonnes décisions. Mais donc l'emballage, faut pas le diaboliser non plus. Son but, c'est de protéger l'aliment. Si on a un emballage plus éco-conçu et qu'on gaspille plus de matériel, on résout pas le problème. Mm. C'est toujours important qu'il garde sa fonction, qu'il protège. Donc éviter donc les bris, les pertes de produits, la matière première finalement, ça fait partie de ce qui a le plus d'impact. Donc si vous changez de matériau bon, qui brise ou que la durée de vie, la durée de conservation est plus courte, qu'il y a plus de gaspillage par la suite, on n'a pas résolu le problème. Donc faut garder Mhm. en tête que l'emballage il est utile, mais c'est ça. Donc est-ce qu'on peut faire mieux avec ce qu'on a sans qu'il perde sa Ouais. fonction? Ah, c'est super. C'est vraiment un bon rappel Mhm. et une intro vers la conclusion déjà. Malheureusement, Mhm. on dirait que je vous garderai toute la journée, bien sûr. J'ai envie de vous poser la question, puis Joël, on pourrait mettre le Mentimeter au public, de vous demander c'est quoi le mot de la fin aussi. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous retenez? Ça, c'est toujours intéressant. Puis je vais demander à mes panélistes aussi, à nos 4 panélistes, dans le fond, vous, on a démontré là, que le changement est possible dans toutes les réalités d'affaires. Ça ne veut pas dire que c'est facile, hein? On n'a pas dit ça, mais on a dit que c'est Mm-mm. possible. Puis, je voulais voir, vous, y a-t-il un élément en 30 secondes qui vous rend soit le plus fier ou qui vous donne espoir ou qui vous inspire? Dans le fond, on part sur quelque chose de positif. Allez-y, dès que ça vient, si quelqu'un veut se lancer dans vous 4, gênez-vous pas. On dirait que j'irais vers Jean-Christophe parce que tu as la parole facile, mais tu sais, Clairement. Mais c'est prends correct. je te tends la perche, là, tu sais, mais C'est fais comme correct. tu veux. Le côté positif, un petit Ouais. recap, c'est qu'il faut le faire, puis il faut aussi lever la main. Il n'y a pas grand monde. Tout le monde pense qu'on est dans notre bulle, puis tout le monde s'est occupé. Oui, clairement, en tant qu'entrepreneur, tout le monde est occupé. Tout le monde travaille fort, tout le monde fait des heures, tout le monde passe à ce business, mais tout le monde est là pour s'entraider. Moi, une chance que j'avais ce projet-là qui m'a remis un peu là-dessus, qui m'a fait comprendre un peu ces soutiens-là. J'ai le créneau Aliment Santé aussi, il y a le CRI qui sont tous très présents. Levez la main, écrivez sur LinkedIn, je vais changer ma bouteille. Il y a du monde qui vont répondre. Moi, je vais être le premier à répondre. Si après, il y a du monde qui Mm. peut venir me jaser, mon courriel doit être à quelque part, ça va me faire plaisir, mais osez faire le changement pour le bien de votre entreprise et votre cost, parce que tout coûte cher, puis levez la main. C'est vraiment lever la main pour Mhm. s'entraider. C'est clair. Oui, c'est tout à fait juste. Merci. Ça sert à ça. D'ailleurs, le webinaire, c'était pour rendre accessible puis connecté, là. Tout à fait. Est-ce que Serena, toi, tu aurais un petit mot positif? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te donne espoir? Bon coup, en quelques secondes. En tout cas, moi, je suis toujours épatée par la capacité à s'adapter des entreprises et des entrepreneurs qui portent plusieurs chapeaux. Et nous, en tout cas, de notre côté, au CDBQ et d'autres experts, ça nous fait plaisir de vous accompagner pour valider des décisions, faire des tests, etc. Donc, mais voilà, je trouve que les entrepreneurs, ils sont très Mm. innovants. Voilà. Mm. Ah, vraiment, je suis d'accord. C'est ce qu'on a vu beaucoup, hein? Est-ce que j'ai Sabrina et Hélène, la première de vous deux, qui se sont inspirées? Je vous amène au bon endroit. Vas-y, Sabrina, Je peux commencer, mais moi, ça je t'en appuie prie. vraiment les deux
propos de Serena et Jean-Christophe, mais c'est vraiment ça, c'est de s'orienter vers les ressources qui existent. Il y en a comme par exemple l'arbre qui est déployé. Orientez-vous vers les ressources qui existent, les experts aussi qui existent à ce niveau-là et aussi comme il disait, de communiquer avec d'autres entreprises, de parler avec d'autres. Et moi, je trouve ça super inspirant d'entendre les histoires d'entreprises qui ont réussi à changer progressivement leur emballage. C'est possible, fait que inspirez-vous, je pense, de cas Mm. concrets comme Maison Orphée et Noix. Oui, merci, très bien dit. Hélène, j'aime tellement qu'on a le mot de la fin de toute façon, fait que let's go. Qu'est-ce que tu dirais? On va essayer d'être bon. Je suis Certaine. contente. Je vois Petit Pas qui apparaît là, En en gros. gros. Sérieusement, je pense que c'est une grande, grande partie du secret parce que tu sais, les normes changent encore. Alors, si on veut pas aussi se faire prendre là, dans une souricière où est-ce on est parti vers quelque chose, puis finalement, hop, les normes changent, puis là, le travail est un peu à refaire. Faut pas que ça devienne décourageant. Sérieusement, les petits pas, puis on embarque toute notre équipe là-dedans. Puis c'est un moteur de changement, même à l'intérieur, ça peut être extrêmement positif. Il y a de la créativité là-dedans. C'est tellement multifactoriel comme type de projet, là. Noah, ça a été super bon. Je m'excuse, c'est Jean-Christophe, je suis bien Ouais. pas bonne, je suis bien pas bonne, mais non. Jean-Christophe. Jean-Christophe, c'était vraiment super éloquent ce que tu as dit, là, puis très, très inspirant. Fait que c'est le fun pour l'équipe aussi de travailler sur des projets comme ça. Exact. Vous êtes tellement des bons exemples. Puis merci. Moi, je vous laisse sur ces quelques mots pour respecter notre temps. On arrive à notre conclusion déjà, je vous jure. C'est toujours intéressant d'entendre ça. Donc, on reste à l'affût. Hélène, quel bon clin d'œil. Il y a des changements, il y en a tout le temps des changements. Donc, surveillons qu'est-ce qui s'en vient. N'hésitez pas à aller consulter les outils qu'on a co-construits aussi. Puis, c'est ça, peu importe la manière, en étant agile, en tendant la main, en allant chercher les experts, en faisant les petits pas, juste se mettre en action, c'est la bonne chose. Alors, un immense merci à tous nos partenaires qui ont démontré que c'est aussi en collaborant qu'on réussit à faire un très bon projet. On va vous mettre le lien dans le chat de quelques éléments. Ma collègue peut fermer son partage. Puis, nous, on va rester disponible par la suite. Puis, il va y avoir également un courriel de suivi, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, pour aller vous mettre en lien puis aller chercher de l'information. Je ne sais pas si on m'entend encore. Oui, parfait. Donc, je vous remercie. Si vous voulez, je ne sais pas si c'est possible de poser des questions, n'hésitez pas. Moi, je peux rester encore quelques minutes, mais les gens qui doivent quitter, je vous invite à quitter. Et merci personnellement et professionnellement à chaque personne. Merci beaucoup. Au revoir, tout le monde. Je vais Jean-Christophe, vous quitter. Hélène, les Merci. panélistes. Oui, À bientôt. Merci, au à revoir. très bientôt.